Une histoire populaire des États-Unis, chapitre 13, le défi socialiste, traduit de l'anglais par Frédéric Coton. La guerre et le chauvinisme pouvaient différer la colère de classe inspirée par les dures réalités de la vie quotidienne, mais ne pouvaient pas les faire disparaître complètement. À l'orée du XXe siècle, cette colère éclata de nouveau. Emma Goldman, militante anarchiste et féministe dont la conscience politique avait été forgée, entre autres, par le travail en usine, les exécutions du Haymarket, les grèves de Homestead, le long emprisonnement de son amant et camarade Alexander Berkman, la crise des années 1890, les luttes et les grèves de New York, enfin sa propre incarcération sur l'île de Blackwell, s'adressa à la foule au cours d'un rassemblement organisé quelques années après la guerre hispano-américaine. Ouvrez les guillemets. Comme nos cœurs se soulevaient d'indignation devant ces cruels Espagnols, mais lorsque la fumée fut dissipée, que les morts eurent été enterrés, et qu'il revint au peuple de supporter le coût de cette guerre par la hausse des prix des produits de première nécessité et des loyers, c'est-à-dire quand nous sommes sortis de notre ivresse patriotique, il nous est soudainement apparu que la cause de la guerre hispano-américaine était le prix du sucre, et que les vies, le sang et l'argent du peuple américain avaient servi à protéger les intérêts des capitalistes américains. Fin de citation. Mark Twain n'était ni un anarchiste ni un radical. En 1900, à l'âge de 65 ans, il était mondialement connu comme l'auteur de récits sarcastiques typiquement américains. Observateur du comportement des États-Unis et des autres pays occidentaux à l'égard du reste du monde, il écrivit dans le Herald de New York. « Je vous présente la majestueuse matrone nommée Chrétienté, qui nous revient débrayée, ternie et déshonorée de ses actes de piraterie, à Kiaocheu en Mandchourie, en Afrique du Sud et aux Philippines, avec sa petite âme mesquine, ses pots de vin et sa pieuse hypocrisie. » Fin de citation. Certains écrivains de ce début du XXe siècle prônaient le socialisme ou critiquaient sévèrement le système capitaliste. Il ne s'agissait pas d'obscurs pamphlétaires, mais de quelques-unes des plus fameuses figures de la littérature américaine, dont les livres étaient appréciés par des millions de lecteurs. Upton Sinclair, Jack London, Theodore Dreiser, Frank Norris. En 1906, le roman d'Upton Sinclair, La Jungle, qui décrivait les conditions de travail dans les abattoirs de Chicago, provoqua la réaction indignée de tout le pays et entraîna un mouvement en faveur d'une réglementation de l'industrie alimentaire. À travers l'histoire d'un travailleur immigré nommé Georges Rutkus, Sinclair évoquait également le socialisme et la possibilité d'une vie meilleure, qui nécessitait que le peuple puisse travailler, posséder et partager les richesses de la terre. D'abord publié dans le journal socialiste Appeal to Reason, La Jungle fut plus tard traduit en 17 langues et lu par des millions de lecteurs. Le livre de Jack London, Le peuple d'en bas, témoigne de l'influence de la pensée d'Upton Sinclair. London était membre du Parti socialiste, fils d'une mère célibataire, originaire d'un des quartiers pauvres de San Francisco. Il fut tour à tour crieur de journaux, ouvrier dans une conserverie, pêcheur, marin, ouvrier dans une manufacture de jute et dans une blanchisserie, passager clandestin sur les trains qui menaient vers la côte Est, matraqué par un policier dans les rues de New York et arrêté pour vagabondage à Niagara Falls. Après avoir vu des hommes battus et torturés dans les prisons, piller les parcs à huîtres dans la baie de San Francisco, lu Flaubert, Tolstoï, Melville et le manifeste du Parti communiste, prêché le socialisme chez les chercheurs d'or de l'Alaska durant l'hiver 1896 et navigué dans le détroit de Bering, il était devenu un auteur de livres d'aventure, célèbre dans le monde entier. En 1906, il écrivit Le Talon de fer, dans lequel il mettait en garde contre les dangers d'une Amérique fasciste et exposait son idéal de fraternité socialiste unissant tous les hommes. À travers les personnages de ce roman, London accusait le cœur même du système. On cite: confronté au fait que l'homme moderne vit plus misérablement que l'homme des cavernes, alors que sa capacité de production est 1000 fois plus grande, on est obligé de conclure que la classe capitaliste a mal gouverné, égoïstement et criminellement mal gouverné. Puis il nous fait part de sa vision. Gardons-nous de détruire ces merveilleuses machines qui produisent mieux et moins cher. Maîtrisons-les, tirons profit de leur efficacité et de leur rentabilité. Faisons-les fonctionner nous-mêmes. Cela, messieurs, c'est le socialisme. Fin de citation. C'était également une période au cours de laquelle un écrivain comme Henry James, exilé volontaire en Europe et peu enclin aux déclarations politiques, pouvait, au cours d'une tournée de conférences organisée aux États-Unis, en 1904, qualifier ce pays de « gigantesque paradis de la rapine, envahi par toutes les variétés de plantes vénéneuses qu'engendre la passion de l'argent ». Les muckrackers, qui remuaient la boue et dénonçaient les scandales, contribuaient également à cette atmosphère critique en racontant simplement ce qu'ils voyaient. Ironiquement, c'est par pure recherche de profit que certains magazines de la nouvelle presse à grand tirage publiaient leurs articles. En témoignent par exemple les révélations d'Ida Tarbell sur la Standard Oil Company ou celles de Lincoln Stephens sur la corruption dans les plus grandes villes américaines. Vers 1900, ni le patriotisme guerrier,
ni l'absorption des énergies dans le système électoral ne pouvaient dissimuler les dysfonctionnements du système. Le processus de concentration des entreprises s'était poursuivi et le contrôle exercé par les banquiers devenait de plus en plus évident. À mesure que la technologie progressait et que les entreprises devenaient plus importantes, elles exigeaient de plus en plus de ces capitaux que seuls les banquiers détenaient. Dès 1904, plus d'1 millier de lignes de chemin de fer avaient été regroupées en 6 grands réseaux, tous liés à la sphère Rockefeller ou Morgan. Selon Cochran et Miller, le véritable empereur de la nouvelle oligarchie était la firme JP Morgan, efficacement soutenue dans cette entreprise par la First National Bank of New York, dirigée par George F. Baker, et par la National City Bank of New York, présidée par James Stillman, représentant les intérêts de Rockefeller. À eux seuls, ces 3 hommes et leurs associés financiers occupaient 341 postes de direction dans 112 grandes entreprises. En 1912, l'ensemble des revenus de ces entreprises s'élevait à 22,25 milliards de dollars, comme supérieur à la valeur totale estimée des propriétés dans les 22 États et territoires situés à l'ouest du Mississippi. Morgan avait toujours recherché la stabilité, la régularité et la prévisibilité. En 1901, l'un de ses associés déclarait « Avec un homme tel que M. Morgan à la tête d'une grande industrie, et s'opposant aux vieux antagonismes d'intérêts qui s'y donnent cours, la production deviendrait plus régulière. La main-d'œuvre serait plus stable et mieux payée, et les mouvements de panique causés par la surproduction seraient de l'histoire ancienne. » Fin de citation. Pourtant, même Morgan et ses associés ne contrôlaient pas complètement un tel système. En 1907 se produisit un mouvement de panique, suivi d'un effondrement boursier et d'une crise économique. Si les très grandes entreprises ne furent pas alors directement touchées, leurs profits ultérieurs ne furent pas aussi importants que le souhaitaient les capitalistes. Parallèlement, l'industrie ne se développant pas aussi rapidement qu'ils le souhaitaient, les industriels cherchèrent des moyens de réduire les coûts de production. Le taylorisme en fut un. Frederick W. Taylor était ingénieur dans une entreprise sidérurgique pour laquelle il avait analysé en détail le moindre poste de travail et élaboré, afin d'augmenter la production et les profits, un système très précis fondé sur la division du travail, l'accroissement de la mécanisation et le salaire au rendement. En 1911, il publia un livre sur l'organisation scientifique, qui influença fortement le monde de l'entreprise. Désormais, l'organisation était en mesure de contrôler le moindre aspect de l'activité du temps de l'ouvrier dans l'usine. Selon Harry Breverman, dans Labor and Monopoly Capital, le taylorisme visait à rendre les travailleurs interchangeables, capables d'effectuer les tâches simplifiées que la nouvelle division du travail exigeait, tels des éléments standardisés, dépourvus d'individualité et d'humanité, achetés et vendus comme de quelconques marchandises. Ce système convenait parfaitement à la toute jeune industrie automobile. Ford avait vendu 10 607 automobiles en 1909. Il en vendit 168 000 en 1913 et 248 000 en 1914, soit 45% de la production nationale. Les bénéfices, 30 millions de dollars. Avec une main-d'œuvre composée en grande majorité d'immigrés, en 1907, 11 494 des 14 359 ouvriers de l'usine Carnegie du comté d'Allegheny étaient originaires d'Europe de l'Est. Avec ses emplois simplifiés et non qualifiés, le taylorisme fut plus facile à mettre en œuvre. À New York, les immigrants récents travaillaient dans des ateliers clandestins. Le poète Edwin Markham écrivait dans le magazine Cosmopolitan en janvier 1907 « Dans des pièces non aérées, les parents cousent jour et nuit. Ceux qui travaillent chez eux gagnent moins que dans les ateliers clandestins. Et les enfants doivent oublier leur jeu pour aller trimer auprès de leurs parents. » Tout au long de l'année, vous pouvez voir, à New York et dans d'autres grandes villes, des enfants entrer et sortir de ces endroits pitoyables. On peut croiser quasiment à toute heure, dans l'East Side new-yorkais, ces garçons blafards et ces filles chétives, le visage inexpressif, le dos courbé sous le poids des vêtements empilés sur leurs têtes et leurs épaules, tous leurs muscles tendus par l'effort. Seule une civilisation cruelle peut permettre que ces petits cœurs et ces petites épaules ploient sous des responsabilités qui ne sont pas de leur âge, quand, dans la même ville, un sale cabot couvert de bijoux est dorloté et exhibé sur les beaux boulevards dans les bras de sa maîtresse. Fin de citation. La ville se transforma en champ de bataille. Le 10 août 1905, la Tribune de New York racontait comment une grève à la boulangerie Federman, dans le Lower East Side de New York, avait tourné à la bagarre quand Federman avait fait appel à des briseurs de grève pour maintenir la production. Les grévistes, ou leurs partisans, ont détruit la boulangerie de Philip Federman au 183. La note poursuit Orchard Street en début de soirée, dans une ambiance des plus agitées. Les policiers se sont mis à matraquer dans tous les sens, après que 2 d'entre eux eurent été sévèrement malmenés par la foule. Fin de citation. Il y avait à cette époque quelques 500 ateliers de confection à New York.
Plus tard, témoignant des conditions de travail, une femme se rappelait les escaliers dangereusement branlants, peu de fenêtres et si sales, les planchers lessivés une fois par an, et presque pas d'autre lumière que celle des brûleurs à gaz allumés jour et nuit. Les toilettes crasseuses et malodorantes dans le couloir sombre, pas d'eau potable, des souris et des cafards. Durant les mois d'hiver, on souffrait terriblement du froid, et l'été c'était la chaleur. C'était dans ces trous malsains que nous, les plus jeunes, au même titre que les adultes, hommes et femmes, trimions de 70 à 80 heures par semaine, samedi et dimanche compris. Le samedi après-midi, ils accrochaient un écriteau qui disait « Si vous ne venez pas dimanche, pas la peine de venir lundi ». Pour les enfants, fini le rêve d'avoir un jour de loisir. Alors on pleurait parce que, après tout, on n'était que des enfants. Fin de citation. À l'hiver 1909, les ouvrières de la Triangle Shirtwaist Company s'organisèrent et décrétèrent la grève. Malgré le froid, elles formèrent rapidement un piquet de grève. Elles réalisèrent bientôt qu'elles ne pourraient pas gagner si les autres ateliers continuaient à travailler. Un grand rassemblement fut donc organisé pour demander le soutien des autres travailleurs de la confection. Clara Lemlich, une adolescente au remarquable talent d'oratrice, qui portait encore les traces des coups reçus pendant le piquet de grève, se leva pour déclarer « Je propose une résolution appelant à la grève générale immédiate ». L'enthousiasme était à son comble et la grève fut votée. Pauline Newman, l'une des grévistes, se remémorait des années plus tard le début de la grève générale. Des milliers et des milliers de gens quittaient les usines de partout et convergeaient vers Union Square. C'était en novembre, le froid de l'hiver n'était pas loin. Nous n'avions pas de manteau de fourrure pour nous tenir chaud, mais nous avions cette énergie qui nous faisait marcher jusqu'à ce que nous trouvions un lieu. Je pouvais voir les jeunes gens, pour la plupart des femmes, descendant les rues, sans se soucier de ce qui arriverait. La faim, le froid, la solitude, elles s'en moquaient pas mal ce jour-là. C'était leur jour. Le syndicat prévoyait que 3000 personnes se joindraient à la grève. Elles furent plus de 20 000 à cesser le travail. Chaque jour, 1 millier de nouveaux membres rejoignaient l'International Ladies Garment Workers Union, qui jusque-là ne réunissait que quelques femmes. Les femmes de couleur furent très actives pendant cette grève, qui se poursuivit tout l'hiver malgré la répression policière. Les jaunes, entre guillemets, les arrestations et les emprisonnements. Dans plus de 300 ateliers, les grévistes obtinrent ce qu'elles voulaient. Les femmes occupaient désormais des postes de responsabilité dans les syndicats. Toujours selon Pauline Newman, on essayait d'apprendre par nous-mêmes. J'invitais souvent les filles à venir chez moi, et on se lisait de la poésie en anglais, à tour de rôle, pour améliorer notre compréhension de la langue. Song of the Shirt de Thomas Hood était l'une de nos poésies préférées, avec Mask of Anarchy de Percy Bysshe Shelley, qui écrit « Dressez-vous comme les lions après le repos, en une foule invincible. Secouez vos chaînes comme la rosée tombée sur vous pendant votre sommeil. Vous êtes une multitude, et ils sont si peu. » Les conditions de travail dans les usines ne changèrent pas beaucoup. Dans l'après-midi du 25 mars 1911, un incendie éclata à la Triangle Shirtwaist Company, dévastant les 8e, 9e et 10e étages de l'usine, hors d'atteinte des échelles d'incendie. Le chef des pompiers de New York avait déjà prévenu que les échelles ne pouvaient pas monter au-delà de 7 étages. Pourtant, la moitié des 500 000 travailleurs new-yorkais passaient leur journée, 12 heures en moyenne, au-dessus du 7e étage. En outre, la législation stipulait que les portes des usines devaient s'ouvrir vers l'extérieur. À la Triangle Shirtwaist Company, elles s'ouvraient vers l'intérieur, et qu'elles ne devaient pas être fermées pendant les heures de travail. À la Triangle Shirtwaist Company, elles étaient en général fermées pour faciliter la surveillance des employés. Ainsi, prises au piège, les jeunes filles furent brûlées vives à leur poste de travail, s'écrasèrent contre la porte de secours fermée, ou bien se jetèrent désespérément dans les cages d'ascenseur. Le World de New York rendit ainsi compte de l'événement. En hurlant, les hommes, les femmes ainsi que les jeunes garçons et les jeunes filles s'agglutinaient sur le bord des fenêtres, où ils se jetaient volontairement pour venir s'écraser bien plus bas dans la rue. Les vêtements de ceux qui sautaient étaient en flammes et la chevelure de certaines des femmes s'enflammait également pendant leur chute. Les bruits sourds se succédaient sur les trottoirs. Au pied des façades donnant, aussi bien sur Green Street que sur Washington Place, les morts et les mourants s'entassaient. De l'autre côté de la rue, des témoins ont pu assister de leurs fenêtres à de nombreuses manifestations pathétiques de solidarité à l'approche de la mort. Certaines femmes se tenaient embrassées en sautant dans le vide. Fin de citation. Quand tout cessa, 146 salariés de la Triangle Company, des femmes pour la plupart, avaient trouvé la mort dans l'incendie ou en se jetant par les fenêtres. Quelques 100 000 personnes suivirent le cortège funèbre le long de Broadway. Il y eut bien d'autres incendies, bien d'autres victimes d'accidents ou de maladies du travail. En 1904, 27 000 travailleurs trouvèrent la mort sur leur lieu de travail, dans les secteurs industriels, du transport et de l'agriculture. Une année, il y eut 50 000 accidents du travail dans les seules usines de New York. Les manufacturiers de chapeaux souffraient de maladies respiratoires. Les ouvriers carriers inhalaient des émanations chimiques mortelles. Les lithographes s'empoisonnaient à l'arsenic.
On trouve dans le rapport de la commission d'enquête sur les usines de l'État de New York de 1912 le portrait suivant. Sadie est une jeune fille intelligente, propre et soignée, qui travaille dans les ateliers de broderie depuis qu'elle a obtenu sa carte de travail. Son travail l'amenait à utiliser une poudre blanche, du talc ou de la chaux le plus souvent, destinée à être brossée sur des modèles perforés avant d'être transférée sur le vêtement. Mais avec la chaux ou le talc, le dessin s'effaçait assez rapidement. C'est pourquoi son dernier employeur s'était mis à utiliser de la poudre de plomb blanche mêlée de colophane, qui rendait l'opération moins coûteuse, puisque la poudre ne pouvait pas disparaître, évitant ainsi toute seconde impression. Aucune des filles n'était au courant de la substitution de poudre, ni du danger de son usage. Sadie, qui était auparavant une forte fille, saine, dotée d'un bon appétit et d'un teint resplendissant, se mit à ne plus pouvoir manger. Ses mains et ses pieds enflèrent. Elle perdit l'usage d'une de ses mains. Ses dents et ses gencives devinrent bleues. Quand elle dut finalement cesser de travailler, après avoir été soignée pendant de longs mois pour des maux d'estomac, son médecin lui conseilla de se rendre à l'hôpital où un examen révéla finalement qu'elle était atteinte de saturnisme. Fin de citation. Selon un rapport de la Commission sur les relations sociales, les accidents du travail avaient fait en 1914 35 000 morts et 700 000 blessés. La même année, le revenu global des 44 familles gagnant 1 million de dollars ou plus égalait celui de 100 000 familles ne gagnant que 500 dollars par an. Le rapport présente un échange de propos entre le commissaire Harris Weinstock de la Commission sur les relations sociales et John Osgood, directeur d'une compagnie d'extraction de charbon du Colorado, contrôlée par les Rockefeller. Dialogue. Weinstock. Si un travailleur perd la vie, les personnes qui étaient à sa charge reçoivent-elles une quelconque compensation? Osgood. Pas nécessairement, certaines fois oui, et d'autres non. Weinstock. S'il reste infirme à vie, perçoit-il un quelconque dédommagement? Osgood. Non monsieur, il n'en a pas. Weinstock. Donc tout le fardeau retombe sur leurs épaules. Osgood. En effet, monsieur. Weinstock. L'entreprise ne fait rien? Osgood. Non, l'entreprise ne fait rien. Le syndicalisme progressait. Peu après le début du siècle, les syndicats comptaient environ 2 millions de membres, un travailleur sur 14, dont 80% pour l'American Federation of Labor. L'AFL était un syndicat relativement fermé, presque uniquement composé d'hommes blancs et ouvriers qualifiés, bien que le nombre de femmes au travail continuât de croître. Il était passé de 4 millions en 1890 à 8 millions en 1910, représentant un cinquième de la main-d'œuvre totale. Seule une femme sur 100 était syndiquée. En 1910, les revenus des travailleurs noirs correspondaient au tiers de ceux des blancs, malgré les beaux discours du président de l'AFL, Samuel Gompers, en faveur de l'égalité des chances. Les noirs restaient exclus de la plupart des syndicats qui composaient l'AFL. Gompers prétendait qu'il ne voulait pas intervenir dans les affaires internes, disant « Je considère le problème racial comme une question que vous, citoyens du Sud, devez régler vous-même, sans que les touche-à-tout de l'extérieur ne viennent s'en mêler. » Fin de citation. De temps en temps, dans les luttes concrètes, la base des syndicats rejetait cette ségrégation. Foner reprend le récit que Mary McDowell fit de la formation d'un syndicat féminin à Chicago. Ce fut un moment incroyable lorsque ce soir-là, une jeune Irlandaise vint à la porte pour déclarer « Une sœur de couleur demande à être admise. Qu'est-ce que je dois faire ?» La réponse fut donnée par une autre jeune Irlandaise qui faisait office de présidente. C'est oui, bien entendu, et que tout le monde l'accueille chaleureusement. En 1907, à la Nouvelle-Orléans, les docks connurent une grève générale qui mobilisa près de 10 000 personnes, débardeurs, transporteurs et manutentionnaires, blancs et noirs confondus, pendant une vingtaine de jours. Le président des débardeurs noirs, E.S. Swan, déclarait à cette occasion « Les blancs et les noirs n'ont jamais été aussi unis pour un objectif commun. En 39 ans d'expérience sur les docks, je n'ai jamais vu une telle solidarité. Dans toutes les grèves précédentes, on avait joué les noirs contre les blancs, mais c'est désormais de l'histoire ancienne, et les deux races se tiennent maintenant côte à côte dans la défense de leurs intérêts communs. » Il s'agissait pourtant de cas exceptionnels. En général, les Noirs étaient tenus à l'écart des syndicats. Webb Dubois écrivait en 1913 « Le résultat évident de tout cela a été de convaincre le Noir américain que son plus grand ennemi n'est pas le patron qui le volait, mais son collègue blanc. » À l'AFL, le racisme était affaire de pragmatisme, au même titre que l'exclusion des femmes et des étrangers, dépourvus pour la plupart de qualifications. L'AFL, composée principalement de travailleurs qualifiés, défendait la philosophie du syndicalisme de métier. Le responsable de chaque syndicat de l'AFL était d'ailleurs appelé agent de métier, qui prétendait opposer au monopole de la production qu'instauraient les employeurs, un monopole des travailleurs gérés par le syndicat. C'est ainsi que l'AFL parvenait à améliorer les conditions de certains travailleurs, tout en laissant de côté la majorité d'entre eux. Les dirigeants de l'AFL touchaient d'importants salaires, frayaient avec les employeurs, et se hissaient même parfois dans la haute société. À l'été 1910, une dépêche de presse en provenance d'Atlantic City, dans le New Jersey, station balnéaire à la mode, nous informe que
lors d'un match de baseball organisé sur la plage et réunissant en tenue de bain le président Sam Gompers, le secrétaire Frank Morrison et d'autres dirigeants de l'AFL, John Mitchell, ex-président du syndicat des mineurs, a perdu une bague en diamant d'une valeur de $1000, offerte par ses administrateurs après le règlement de la grande grève des mines de charbon de Pennsylvanie. Le capitaine George Burke, un surveillant de plage chevronné, retrouva la bague à la suite de quoi Mitchell, ayant extrait de sa poche un rouleau de billets de $100, en offrit un au capitaine en guise de remerciement. Les dirigeants généreusement rémunérés de l'AFL se mettaient à l'abri des critiques en exerçant un contrôle total sur l'organisation des rassemblements et en s'entourant de malfrats. D'abord engagés pour combattre des briseurs de grève, mais qui servirent ensuite à intimider et à corriger les opposants internes au syndicat. Face à cette situation, terribles conditions de travail et caractère exclusif des organisations syndicales, les travailleurs qui, jugeant que le système capitaliste était à l'origine même de la misère, souhaitaient un changement radical et se tournèrent vers un type nouveau de syndicalisme. Un matin du mois de juin 1905 se tint, dans un local de Chicago, une convention réunissant 200 socialistes, anarchistes et syndicalistes radicaux, venus de tout le pays. Ils fondèrent l'Industrial Workers of the World, IWW. Dans son autobiographie, Big Bill Haywood, l'un des responsables de la Western Federation of Miners, se souvient qu'il a ramassé un morceau de bois qui traînait sur l'estrade et qu'il s'en servit de maillet pour ouvrir la convention. Il dit « Camarades de travailleurs, nous ouvrons le congrès continental de la classe ouvrière. Nous sommes ici pour rassembler les travailleurs de ce pays au sein d'un mouvement dont l'objectif sera de libérer la classe ouvrière de l'esclavage capitaliste. Le but et l'objet de cette réunion doit être de rendre à la classe ouvrière le contrôle du pouvoir économique, des moyens de son existence et de l'appareil de production et de redistribution sans se soucier des patrons capitalistes. » Fin de citation. Parmi les orateurs présents à la tribune aux côtés de Haywood se tenait Eugene Debs, dirigeant du Parti socialiste, et Mother Mary Jones, 75 ans, militante active au sein de la United Mine Workers of America. La convention mit sur pied une constitution dont le préambule affirmait « La classe ouvrière et la classe patronale n'ont rien en commun. Il ne peut y avoir de paix tant que la faim et la nécessité frappent des millions de travailleurs et que la poignée d'individus qui forment la classe patronale profite de toutes les bonnes choses de la vie. Entre ces deux classes, le combat doit se poursuivre jusqu'à ce que ceux qui triment se réunissent tous, aussi bien dans le domaine politique que dans celui du travail, pour s'approprier et conserver le fruit de leur travail, par le biais d'une organisation économique de la classe ouvrière, indépendante de tout parti politique, quel qu'il soit. » L'une des brochures publiées par l'IWW donne les raisons de sa rupture avec le syndicalisme corporatiste incarné par l'AFL. Pour la seule industrie de l'emballage, le directoire des syndicats de Chicago faisait état en 1903 de 56 syndicats répartis dans 14 syndicats professionnels nationaux, différents de l'AFL. Exemple lamentable d'une armée de travailleurs victimes de la division face à la solide alliance des employeurs. L'IWW, dont les membres étaient appelés Wobblies, pour d'obscures raisons, souhaitait rassembler tous les travailleurs d'une même branche en un seul grand syndicat, sans discrimination de sexe, de race ou de qualification. Les Wobblies fondaient leur rejet des accords passés avec les employeurs sur le fait qu'ils empêchaient trop souvent les ouvriers de faire la grève à titre personnel ou par solidarité avec d'autres grévistes, transformant ainsi les travailleurs syndiqués en briseurs de grève. L'IWW reprochait à la négociation d'accords par les responsables syndicaux de se substituer à la lutte permanente des travailleurs de la base. Les Wobblies prenaient l'action directe. C'est l'action menée directement sur le lieu de travail par et pour les travailleurs eux-mêmes, sans l'intermédiaire fallacieux des irresponsables syndicaux ou des politiciens intrigants. Une grève décidée, contrôlée et menée par les travailleurs directement concernés, c'est cela l'action directe. L'action directe, c'est la démocratie ouvrière. Dans une autre brochure de l'IWW, un militant déclarait « Dois-je vous expliquer ce qu'est l'action directe ? Le travailleur sur son poste de travail devra dire au patron quand et où il travaillera, combien de temps, pour quel salaire et dans quelles conditions. » Les adhérents de l'IWW étaient des militants courageux. Contrairement à l'image véhiculée par la presse, ils ne prenaient pas la violence mais l'autodéfense en cas d'agression. En 1909, à McKees Rocks, en Pennsylvanie, ils prirent la tête de 6000 ouvriers en grève contre une succursale de la US Steel Company et affrontèrent à cette occasion la police de l'État. Ils jurèrent d'abattre un policier pour tout ouvrier tué. Lors d'une bataille rangée, 4 ouvriers et 3 policiers trouvèrent la mort et parvinrent à maintenir les piquets de grève jusqu'à ce que les grévistes l'emportent. L'IWW ne se contentait pas des grèves. Les grèves sont de simples incidents dans la guerre de classe. Ce sont des démonstrations de force, des manœuvres périodiques, au cours desquelles les travailleurs s'entraînent pour une action concertée. Cet entraînement est absolument nécessaire pour préparer les masses à la catastrophe finale, la grève générale qui permettra l'expropriation définitive des employeurs. Fin de citation.
L'anarcho-syndicalisme progressait fortement en Espagne, en Italie et en France à cette époque. Les travailleurs étaient censés prendre le pouvoir, non en se saisissant de l'appareil étatique par la révolte armée, mais en mettant en panne le système économique au moyen de la grève générale et en s'en emparant ensuite au plus grand bénéfice de tous. Joseph Hector, un responsable de l'IWW, affirmait que, si les travailleurs du monde entier voulaient l'emporter, il leur suffirait de prendre conscience de leur solidarité, de croiser les bras pour que le monde soit paralysé. Les travailleurs sont plus puissants avec leurs mains dans leurs poches que tout l'argent des capitalistes. C'était une idée extrêmement puissante. Au moment même où la croissance capitaliste devenait fantastique et les bénéfices énormes, et au cours des 10 années captivantes qui suivirent sa création, l'IWW représenta une menace pour la classe capitaliste. Officiellement, l'IWW ne compta jamais plus de 5 ou 10 000 membres en même temps. Les gens allaient et venaient, mais on peut néanmoins estimer à 100 000 environ le nombre total des membres de l'IWW. Leur énergie, leur persévérance, leur force de conviction, leur capacité à mobiliser des milliers de personnes en un lieu et à un moment précis leur conférait un poids dans le pays sans rapport avec leur effectif réel. Ils voyageaient partout, et nombre d'entre eux étaient des travailleurs itinérants ou sans emploi. Et ils militaient, écrivaient, discouraient, chantaient, et pour finir, propageaient leur idéal et leur message. Ils furent la cible de toutes les armes dont le système pouvait disposer. La presse, les tribunaux, la police, l'armée, la violence de rue. Les autorités locales votèrent des lois pour les empêcher de s'exprimer, mais les Wobblies défièrent ces lois. À Missoula, dans le Montana, un pays de scierie et de mines, des centaines de membres de l'IWW arrivèrent dans des wagons de marchandises, après que certains d'entre eux eurent été empêchés de s'exprimer. On les arrêta les uns après les autres, tant et si bien qu'ils finirent par encombrer cellules et tribunaux, contraignant la ville à abroger son arrêté interdisant la prise en parole en public. À Spokane, dans l'État de Washington, en 1909, un arrêté fut voté qui interdisait les rassemblements sur la voie publique. En conséquence, un membre de l'IWW qui tenta néanmoins de s'exprimer fut arrêté. Des milliers de Wobblies convergèrent vers le centre-ville. Ils prirent la parole l'un après l'autre et furent arrêtés. Bientôt, 600 d'entre eux se trouvèrent derrière les barreaux. Les conditions de détention étaient horribles et plusieurs personnes moururent dans leurs cellules. Mais l'IWW retrouva sa liberté d'expression. En 1911, la lutte pour la liberté d'expression se transporta à Fresno, en Californie. Le Call de San Francisco écrivit que c'était une de ces étranges situations qui éclatent soudainement et sont difficiles à comprendre. Quelques milliers de gens, dont l'activité est de travailler avec leurs mains, se mettent en route et voyagent en fraude, affrontent les pires difficultés et risquent 1000 dangers pour venir se faire mettre en prison. En prison, ils chantaient, criaient et haranguaient à travers les barreaux de leurs cellules des groupes rassemblés à l'extérieur. Selon Joyce Kornbluh, qui a publié une remarquable collection de documents de l'IWW, Rebel Voices, ils discutaient à tour de rôle de la lutte des classes et entonnaient des chants de l'IWW. Lorsqu'ils refusaient de se taire, le geôlier appelait les pompiers et ordonnait qu'on les arrosât avec les lances à incendie. Les hommes utilisaient leurs matelas comme boucliers, et le calme ne revenait que lorsque l'eau glacée atteignit les genoux des prisonniers. Lorsque les autorités de la ville apprirent que des milliers d'autres militants prévoyaient de s'y rendre, elles levèrent l'interdiction de s'exprimer dans les rues et relâchèrent les prisonniers par petits groupes. La même année, à Aberdeen, à Washington, même scénario, décret contre la liberté d'expression, arrestation, prison, et contre toute attente, victoire. L'un des hommes arrêtés, Payne le Courteau, appelé Stumpy, charpentier, ouvrier agricole et rédacteur en chef d'un journal de l'IWW, écrivit au sujet de ces événements. Ils étaient là, 18 gars dans la force de l'âge dont la plupart avaient parcouru aussi vite qu'ils l'avaient pu de longues distances sous la neige, en traversant des villes hostiles, sans argent et affamés, pour rejoindre un endroit où l'emprisonnement était le plus doux traitement auquel ils pouvaient s'attendre. Un endroit où de nombreux autres avaient déjà été traînés dans la boue et quasiment battus à mort. Pourtant, ils étaient là, riant comme des enfants devant ces événements tragiques qu'ils considéraient comme de simples blagues. Qu'est-ce qui motivait ces hommes? Pourquoi étaient-ils là? Le besoin de fraternité chez l'être humain est-il plus fort que la peur ou l'inconfort, et ce malgré l'énergie dépensée, depuis 6000 ans, par les maîtres du monde pour extirper cette soif de fraternité qui habite l'esprit humain? Fin de citation. À San Diego, on demanda à Jack White, un Wobbly arrêté en 1912 au cours d'une rixe pour défendre la liberté d'expression et condamné à passer 6 mois dans la prison du comté, au pain et à l'eau, s'il avait quelque chose à déclarer au tribunal. Un sténographe enregistra sa réponse. Dans son réquisitoire adressé au jury, l'avocat général m'a accusé d'être monté à la tribune lors d'un rassemblement public pour y déclarer « Au diable les tribunaux, nous savons bien ce que vaut la justice ». En mentant, il a pourtant dit une grande vérité, car s'il avait cherché au plus profond de mon âme, il aurait découvert cette pensée, que je n'avais jamais exprimée jusqu'à maintenant, mais que j'exprime aujourd'hui. Au diable les tribunaux, je sais bien ce que vaut la justice.
Maintenant que, assis dans ce tribunal, j'ai pu voir jour après jour mes camarades de classe devant cette soi-disant cour de justice, je vous ai vu, juge Sloan, vous et d'autres de votre espèce, les envoyer en prison parce qu'ils osaient s'en prendre au sacro-saint principe de la propriété. Vous êtes devenus aveugles et sourds aux droits des hommes, à la vie et à la recherche du bonheur, et vous avez bafoué ces droits afin de préserver le sacro-saint principe de propriété. Après cela, vous me dites de respecter la loi. Pas question. En effet, j'ai violé la loi, comme je continuerai à violer chacune de vos lois, et à me présenter devant vous en déclarant « Au diable les tribunaux ». L'avocat général a menti, mais je prends ce mensonge pour une vérité, et je continuerai de dire, afin que vous, juge Sloan, vous ne vous trompiez pas sur mon attitude. Au diable les tribunaux, je sais bien ce que vaut la justice. Bien sûr, il y eut des coups, des plumes et du goudron, des défaites. John Stone, un membre de l'IWW, se souvient que, après avoir été relâché de la prison de San Diego, lui et un autre camarade furent contraints de monter dans une voiture. On nous a conduits en dehors de la ville, et au bout de 30 kilomètres, la voiture s'est arrêtée. L'homme assis à l'arrière me donna des coups de matraque sur la tête et sur les épaules. L'autre m'envoya un coup de poing sur la figure. Après, l'homme de derrière s'est mis à me donner des coups de pied dans le ventre, mais j'ai réussi à m'enfuir. J'ai entendu une balle siffler à mes oreilles. Je me suis arrêté. Au matin, en examinant le corps de Joe Marco, j'ai vu que son crâne était à moitié défoncé. Fin de citation. En 1916, à Everett, à Washington, 200 volontaires armés réunis par le shérif tirèrent sur les Wobblies, faisant 5 morts et 31 blessés. 2 miliciens furent également tués, et 19 blessés. L'année suivante, alors que les États-Unis entraient dans la Première Guerre mondiale, des volontaires du Montana capturèrent un des responsables de l'IWW, Frank Little, et le pendirent à un chevalet de chemin de fer après l'avoir torturé. Joe Hill, un autre responsable de l'IWW, écrivit des douzaines de chansons, à la fois ironiques, drôles et inspirées, qui parurent dans les revues de l'IWW et dans son Little Red Songbook. Il devint une véritable légende. Sa chanson, Le prédicateur et l'esclave, s'en prenait à une des cibles favorites de l'IWW, l'Église. Des prêcheurs chevelus viennent tous les soirs pour vous expliquer où est le bien, où est le mal. Mais quand on leur demande quelque chose à manger, ils vous répondent avec leur voix douce. Tu mangeras autant comme autant. Quand tu seras dans le ciel glorieux, travail est pris, dors sur la paille. T'auras de la tourte au ciel quand tu seras mort. Une autre de ses chansons, Rebel Girl, lui fut inspirée par la grève des ouvrières des manufactures de textiles à Lawrence, dans le Massachusetts, et en particulier par la responsable Wobbly de la grève, Elizabeth Gurley Flynn. Il y a des femmes de toutes conditions, dans ce monde étrange comme chacun sait. Certaines habitent de magnifiques propriétés, et portent les plus beaux vêtements. Il existe aussi des reines et des princesses véritables, dont les charmes sont faits de diamants et de perles. Mais la demoiselle unique et parfaite, c'est la rebelle. En novembre 1915, à Salt Lake City dans l'Utah, Joe Hill fut accusé d'avoir assassiné un épicier au cours d'un cambriolage. Aucune preuve évidente de sa culpabilité ne fut apportée au cours du procès, mais on présenta assez de pièces à conviction pour persuader un jury de le déclarer coupable. Le verdict fit le tour du monde et 10 000 lettres de protestation furent adressées au gouverneur. Tandis que des mitrailleuses protégeaient l'entrée de la prison, Joe Hill passa finalement devant le peloton d'exécution. Juste avant de mourir, il avait écrit à Bill Haywood. Ne perdez pas de temps à me pleurer, continuez la lutte. En 1912, l'IWW s'impliqua dans une série d'événements spectaculaires, à Lawrence, dans le Massachusetts, où l'American Woolen Company possédait 4 usines. La main-d'œuvre y était essentiellement composée d'immigrants, portugais, québécois, anglais, irlandais, russes, italiens, syriens, lituaniens, allemands, polonais et belges, qui vivaient entassés dans des baraquements en bois à la merci des incendies. Le salaire moyen était de 8,76 $ la semaine. Selon une doctoresse de Lawrence, Elizabeth Shaplake, un nombre considérable de garçons et de filles meurent dans les 2 à 3 ans qui suivent leur embauche. 36% des hommes et des femmes qui travaillent dans les usines n'atteignent pas l'âge de 25 ans. Au mois de janvier, en plein hiver, les ouvrières d'une des usines, des Polonaises, constatèrent que leur salaire, déjà insuffisant pour leur permettre de nourrir leur famille, avait été réduit. Elles arrêtèrent les métiers à tisser et quittèrent l'usine. Le lendemain, dans une usine voisine, 5000 autres travailleurs cessèrent également le travail, marchèrent sur une autre usine, en défoncèrent les portes, arrêtèrent les métiers à tisser, et appelèrent tout le monde à quitter les postes de travail. Bientôt, 10 000 travailleurs étaient en grève. Un télégramme fut envoyé à Joseph Ettore, italien de 26 ans et membre de la direction de l'IWW de New York, pour lui demander de se rendre à Lawrence afin d'aider à y organiser la grève. C'est ce qu'il fit. Un comité de 50 personnes représentant toutes les nationalités présentes fut mis sur pied pour prendre les principales décisions.
Sur place, les Wobblies étaient moins d'un millier, mais les ouvriers non qualifiés négligés par l'AFL se tournèrent vers l'IWW. L'IWW organisa des défilés et des rassemblements. Les grévistes devaient prodiguer de quoi manger et se chauffer à quelques 50 000 personnes. La population globale de Lawrence était de 83 000 habitants. On organisa des distributions de soupe. L'argent se mit à affluer de tous les coins du pays, envoyé par des syndicats, des sections locales de l'IWW, des groupes socialistes et même quelques particuliers. Le maire fit appel à la milice locale et le gouverneur dépêcha la garde nationale. Un défilé de grévistes fut attaqué par la police quelques semaines après le début de la grève. Une émeute éclata, qui dura toute la journée. Le soir, une gréviste nommée Anna Lopizzo fut tuée. Des témoins affirmaient que l'assassin était un policier, mais les autorités décidèrent d'arrêter Joseph Ettore et un autre militant envoyé sur place par l'IWW, un poète nommé Arturo Giovannitti. Ni l'un ni l'autre n'étaient présents sur le lieu du drame ce soir-là, mais l'acte d'accusation stipulait que Joseph Ettore et Arturo Giovannitti avaient incité, armé et conseillé ou ordonné à la dite personne, dont le nom ne nous est pas connu, de commettre le dit crime. Quand Ettore, président du comité de grève, fut emprisonné, on fit appel à Big Bill Haywood pour le remplacer. D'autres personnalités de l'IWW, dont Elizabeth Gurley Flynn, se rendirent à Lawrence. 22 compagnies de la garde nationale et 2 régiments de cavalerie étaient désormais cantonnés dans la ville. La loi martiale fut décrétée et on interdit aux citoyens de discuter sur la voie publique. 36 grévistes furent arrêtés et nombre d'entre eux condamnés à 1 an d'emprisonnement. Le mardi 30 janvier, John Ramy, un jeune gréviste d'origine syrienne, reçut un coup de baïonnette fatal. Pourtant, les grévistes refusaient toujours de reprendre le travail et les usines étaient paralysées. Ettore déclara « On ne fabrique pas des vêtements avec des baïonnettes ». En février, les grévistes se mirent à organiser de gigantesques piquets de grève. 7 à 10 000 individus faisaient la chaîne et défilaient devant les usines en portant des brassards où l'on pouvait lire « Refuser d'être briseur de grève ». Mais la nourriture se faisait de plus en plus rare et les enfants mouraient de faim. Le Call de New York, un journal socialiste, proposa, comme cela s'était déjà pratiqué en Europe, mais jamais aux États-Unis, que les enfants des grévistes fussent envoyés dans d'autres villes chez des sympathisants qui veilleraient sur eux jusqu'à la fin de la grève. 3 jours après, le Call avait reçu 400 offres d'accueil. L'IWW et le Parti socialiste organisèrent l'exode des enfants en recueillant les candidatures des familles d'accueil et en proposant un examen médical. Le 10 février, plus d'une centaine d'enfants, entre 4 et 14 ans, quittaient Lawrence pour New York, où ils furent accueillis à Grand Central Station par 5000 socialistes italiens chantant la Marseillaise et l'Internationale. La semaine suivante, 100 autres enfants rejoignaient New York et 35 bars dans le Vermont. Dans ces conditions, il devint vite évident que les grévistes pourraient tenir encore longtemps. C'est pourquoi les autorités de Lawrence, prenant prétexte d'une loi sur la maltraitance des enfants, décrétèrent que ces derniers ne seraient plus autorisés à quitter la ville. En dépit de cette décision municipale, un groupe de 40 enfants se prépara à rejoindre Philadelphie le 24 février. La gare était bouclée par la police, et la scène qui suivit fut racontée aux membres du Congrès par une déléguée du comité des femmes de Philadelphie. À l'heure du départ, les enfants, alignés 2 par 2 et accompagnés de leurs parents, étaient prêts à se mettre en route quand la police se rua sur nous et nous matraqua. Les coups pleuvaient de partout, sans épargner les enfants qui risquaient d'être piétinés vivants. Les mères et les enfants furent alors regroupés et hissés dans un camion de l'armée ou paralysés par la peur. Ils furent à nouveau matraqués malgré leurs supplications. Fin de citation. 1 semaine plus tard, alors qu'elles revenaient d'une réunion, des femmes furent cernées et matraquées par la police. L'une d'elles, enceinte, dut être transportée à l'hôpital, où elle perdit son enfant. Pourtant, les grévistes tinrent bon. Ils continuent de défiler et de chanter, écrivait la journaliste Mary Hitton Vorse. La foule grise et fatiguée, qui se déversait sans fin dans les usines, s'est réveillée et se met à chanter. Nous dit-elle. L'American Woolen Company finit par jeter l'éponge. Elle accorda de 5 à 11% d'augmentation. Les grévistes insistèrent pour que les plus fortes augmentations profitent aux salaires les plus bas. 25 cents pour les heures supplémentaires, et s'engagea à ne prendre aucune mesure de rétorsion contre les grévistes. Le 4 mars 1912, 10 000 grévistes se réunirent sous la présidence de Bill Haywood et votèrent la fin de la grève. Ettore et Giovannitti passèrent devant le tribunal. Une campagne de soutien fut organisée à travers tout le pays. On défila à New York et à Boston. Le 30 septembre, 15 000 ouvriers de Lawrence firent la grève pendant 24 heures en signe de soutien aux 2 hommes. À cette occasion, 2000 grévistes parmi les plus militants furent licenciés puis réintégrés après que l'IWW eut menacé de déclencher une autre grève. Le jury innocenta Ettore et Giovannitti. Ce jour-là, 10 000 personnes célébrèrent l'événement dans les rues de Lawrence.
L'IWW prenait son slogan « Un seul grand syndicat » très au sérieux. Les femmes, les étrangers et les travailleurs noirs, c'est-à-dire les travailleurs les moins qualifiés, étaient intégrés lorsqu'un syndicat IWW se créait dans une mine ou une usine. Lorsque la confrérie des travailleurs du bois fut créée en Louisiane et qu'elle invita Bill Haywood à prendre la parole, en 1912, peu après la victoire des grévistes à Lawrence, celui-ci fut surpris de constater l'absence de noirs dans l'Assemblée. On lui répondit que la loi de l'État de Louisiane interdisait la mixité raciale dans les réunions. Haywood s'adressa alors en ces termes à la Convention. Vous travaillez ensemble dans les usines. Parfois un noir et un blanc se mettent ensemble pour abattre un même arbre. Aujourd'hui vous êtes constitués en convention pour discuter des conditions dans lesquelles vous travaillez. Pourquoi ne pas admettre cette réalité et inviter les noirs à cette convention? Si cela va à l'encontre de la loi, c'est justement le moment de la briser. Fin de citation. C'est ainsi que les noirs furent conviés à participer à la convention et que la confrérie décida de s'affilier à l'IWW. En 1900, on comptait 500 000 femmes occupant des postes d'employés de bureau. Elles n'étaient que 19 000 en 1870. D'autres étaient standardistes, vendeuses, infirmières, et 500 000 autres encore étaient institutrices. Ces dernières fondèrent une ligue des institutrices qui lutta contre le licenciement systématique des femmes enceintes. Une sorte de loi des institutrices était alors affichée dans le bureau de la direction d'une école du Massachusetts. 1. Ne pas se marier. 2. Ne jamais quitter la ville sans la permission de la direction de l'école. 3. Ne pas accepter la compagnie des hommes. 4. Être à son domicile entre 20h et 6h. 5. Ne pas traîner en ville chez les glaciers. 6. Ne pas fumer. 7. Ne pas aller en voiture avec un homme, excepté frère et père. 8. Ne pas porter de couleurs vives. 9. Ne pas se teindre les cheveux. 10. Ne jamais porter de robe qui s'arrête à plus de 2 doigts au-dessus des chevilles. Mother Mary Jones, qui travailla brièvement en 1910, à près de 80 ans, dans une brasserie de Milwaukee, décrivit en ces termes les conditions de travail des femmes. Condamnées à trimer dans les banquets, comme des esclaves avec les bas et les vêtements trempés, et surveillées par des contremaîtres brutaux et mal embouchés. Les pauvres filles respirent l'odeur nauséabonde de la bière aigre et souvent des caisses de bouteilles vides ou pleines qui pèsent entre 50 et 70 kilos. Parmi les maladies les plus fréquentes, on compte les rhumatismes, suivis de près par la phtisie. Les contremaîtres contrôlent même le temps que les filles passent aux toilettes. Elles sont nombreuses à ne pas avoir de famille ou de parents et elles doivent se nourrir, se vêtir et se loger avec 3 $ seulement par semaine. Les blanchisseuses se syndiquèrent également. En 1909, on trouvait dans le manuel de la Ligue industrielle des syndicats féminins ce commentaire à propos du travail des blanchisseuses. Comment repasser une chemise en 1 minute? N'oubliez pas de vous tenir près d'une calandre, située juste au-dessus de l'étuve dont la vapeur brûlante traverse le sol pendant 10, 12, 14 et parfois même 17 heures par jour. Lorsque les sols sont en ciment, il semble que l'on se tienne sur des charbons ardents et les ouvrières transpirent à grosses gouttes. Elles respirent une atmosphère chargée de particules de soude, d'ammoniac et autres produits chimiques. Le syndicat des blanchisseurs a réussi dans une certaine ville à faire passer la journée de travail à 9 heures et a obtenu une augmentation des salaires de 50%. Fin de citation. Si les luttes permettaient parfois d'améliorer la situation, les ressources du pays restaient aux mains d'entreprises influentes dont le seul mobile était le profit et dont la volonté s'imposait au gouvernement américain. Pourtant, une idée faisait son chemin, toujours plus limpide et plus puissante. Une idée qu'on ne trouvait pas seulement dans les ouvrages de Marx, mais également chez certains artistes et écrivains de toutes les époques. L'idée selon laquelle les gens pourraient partager, tous, les ressources de la Terre afin d'améliorer la vie de tous, et pas seulement de quelques-uns. Au tournant du siècle, les conflits sociaux se multiplièrent. 4000 grèves en 1904, pour 1000 par an en moyenne dans les années 1890. La loi et les forces armées volaient systématiquement au secours des riches. C'est également à cette époque que des centaines de milliers d'Américains se mirent à penser au socialisme. En 1904, 3 ans après la formation du Parti socialiste, Eugène Debs écrivait « Le syndicalisme, pur et simple, du passé ne répond plus aux exigences du présent. La volonté de chaque profession de rester indépendante et séparée des autres aboutit à un enchevêtrement juridictionnel accru, générateur de dissensions, de querelles et, pour finir, de divorces. Les travailleurs syndiqués devraient comprendre que le mouvement ouvrier signifie plus, infiniment plus, qu'une misérable augmentation des salaires et la grève nécessaire à sa conservation. Même s'il s'engage à faire tout ce qu'il est possible pour améliorer les conditions de travail de ses membres, l'objectif essentiel du mouvement est de renverser le système capitaliste, fondé sur la propriété privée de l'outil de travail, d'abolir l'esclavage salarial et de libérer la classe ouvrière tout entière, et même en fait toute l'humanité. Le talent de Debs ne résidait pas tant dans sa capacité d'analyse que dans l'expression éloquente et passionnée des sentiments des gens. L'écrivain Heywood Broun cita un jour l'un de ses amis socialistes parlant de Debs.
Ce vieux type, au regard fiévreux, croit dur comme fer qu'il peut exister quelque chose comme une fraternité humaine. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que tant que ce type est dans le coin, j'y crois aussi. Eugène Debs était devenu socialiste en prison pendant la grève Pullman. Depuis, il était le porte-parole d'un parti dont il avait été 5 fois le candidat à la présidence des États-Unis. À une époque, le parti avait eu jusqu'à 100 000 membres et 1200 élus dans 340 municipalités. Son principal organe de presse, l'Appeal to Reason, dans lequel Debs écrivait régulièrement, comptait quelques 500 000 abonnés. De nombreux autres journaux socialistes existaient à travers le pays, ce qui permet d'estimer environ 1 million le nombre des lecteurs de la presse socialiste. Le socialisme s'était extrait des petits cercles d'immigrants habitant les grandes villes, des socialistes juifs ou allemands ne parlant que leur propre langue, pour devenir un socialisme à l'américaine. À l'échelle des États, la formation socialiste la plus importante était celle de l'Oklahoma, qui comptait en 1914 12 000 adhérents effectifs, plus que dans l'État de New York, et une centaine d'élus locaux, dont 6 à la législature de l'État. Il y avait 55 hebdomadaires socialistes en Oklahoma, au Texas, en Louisiane, en Arkansas, et on y organisait des campements d'été qui attiraient des milliers de personnes. Dans Grassroots Socialism, James Green décrit ces radicaux du sud-ouest américain comme autant de pionniers endettés, de fermiers itinérants, de mineurs et de cheminots, de bûcherons durs à cuire, venus des forêts de pins, de prédicateurs et d'instituteurs installés sur les prairies brûlées par le soleil, d'artisans et d'athées. Ce peuple anonyme est à l'origine du mouvement socialiste local le plus important de toute l'histoire des États-Unis. Le mouvement socialiste s'était laborieusement édifié grâce au concours d'anciens populistes, de mineurs activistes et de cheminots placés sur liste noire. Tout ce monde était assisté par un groupe d'agitateurs et d'éducateurs professionnels et inspiré par les visites occasionnelles de figures nationales, comme Eugène V. Debs et Mother Jones. Ce noyau de militants s'étendit et finit par intégrer les contestataires locaux, et par former un groupe plus large de militants qui sillonnaient la région en vendant des journaux, en constituant des groupes de lecture, en fondant des sections locales et en faisant des discours à tous les carrefours. On retrouvait dans ce mouvement la même faveur quasi religieuse que dans l'éloquence de Debs. En 1906, après que Bill Haywood et 2 autres responsables de la Fédération des mineurs de l'Ouest eurent été emprisonnés dans l'Idaho, sous l'inculpation apparemment mensongère d'homicide, Debs écrivit un article vengeur dans l'Appeal to Reason. Un meurtre a été conçu et est sur le point d'être exécuté au nom et sous le masque de la loi. C'est un complot parfait, une conspiration maléfique, un scandale diabolique. S'ils tentent d'assassiner Moyer, Haywood et leurs frères, 1 million de révolutionnaires au moins viendront les chercher, les armes à la main. Les tribunaux capitalistes n'ont jamais rien fait et ne feront jamais rien en faveur de la classe ouvrière. Une convention révolutionnaire extraordinaire du prolétariat sera organisée et, si des mesures extrêmes apparaissent nécessaires, une grève générale pourrait être décrétée qui paralyserait l'industrie, un prélude à l'insurrection générale. Si les plutocrates veulent commencer le travail, nous le finirons. Theodore Roosevelt fit parvenir un double de ce texte à son ministre de la Justice, W.H. Moody, accompagné d'une note. Peut-on poursuivre en justice ce Debs ainsi que le propriétaire du journal? À mesure que les socialistes prenaient de l'importance lors des élections, Debs obtient 900 000 voix en 1912, doublant son score de 1908, et devenait plus soucieux d'augmenter leur pouvoir d'attraction. Ils se firent également plus critiques au sujet des stratégies de sabotage et de violence de l'IWW. En 1913, Bill Haywood fut finalement exclu du comité directeur du Parti socialiste, sous prétexte qu'il prônait la violence. Les articles de Debs étaient pourtant bien plus incendiaires. Les femmes jouaient un rôle actif au sein du mouvement socialiste, mais se trouvaient plus souvent à la base que dans les directions. Elles adressaient également, à l'occasion, de sévères critiques à l'encontre de la politique socialiste. Helen Keller, par exemple, cette talentueuse femme aveugle, sourde et muette qui possédait une extraordinaire conscience des questions sociales, donna son avis sur l'exclusion de Haywood dans un courrier adressé au Call de New York. C'est avec le plus profond chagrin que j'ai pris connaissance des attaques portées contre le camarade Haywood. Ignoble querelle entre 2 factions qui devraient n'en former qu'une, et ce, en un moment particulièrement crucial du combat mené par le prolétariat. Car enfin, devons-nous faire passer les divergences de tactiques partisanes avant les appels désespérés des travailleurs? Quand un nombre incalculable de femmes et d'enfants voient leur corps et leur cœur brisés par des journées de labeurs interminables, nous nous battons les uns contre les autres. Nous pouvons avoir honte. En 1904, les femmes ne représentaient que 3% des membres du Parti socialiste. Cette année-là, la Convention nationale du parti ne comprenait que 8 délégués. Mais en quelques années, les groupes locaux réunissant les femmes socialistes et la revue nationale Socialist Women
commencèrent à attirer de plus en plus de femmes vers le parti. En 1913, elles représentaient 15% des socialistes. La rédactrice en chef de Socialist Women, Joséphine Kongerkaneko, insistait sur l'importance de l'existence de sections spécifiques pour les femmes. Dans une organisation séparée, la plus modeste des femmes pourra rapidement apprendre à présider une réunion, à présider des motions et à défendre sa position dans un petit discours. Après une année ou deux de ce genre d'apprentissage, elle sera prête à travailler avec les hommes. Et il y aura une sacrée différence entre travailler avec les hommes et se tenir dans l'obéissance la plus humble à l'ombre de leur pouvoir agressif. Fin de citation. Les femmes socialistes militèrent aussi activement au sein des mouvements féministes des années 1900. Selon Kate Richards O'Hare, une responsable socialiste de l'Oklahoma, les femmes socialistes de l'État de New York étaient formidablement organisées. En 1915, au plus fort de la campagne menée à New York en faveur d'un référendum sur le vote des femmes, elles distribuèrent en une seule journée 60 000 tracts en anglais, 50 000 en yiddish, vendirent quelques 2500 fascicules à 1 cent et 1500 à 5 cents, collèrent 40 000 affiches et organisèrent une centaine de réunions. Mais les questions féministes, qui débordaient des cadres politiques et économiques, pouvaient-elles trouver une solution dans un système socialiste ? Une fois le fondement économique de l'oppression sexuelle corrigé, l'égalité suivrait-elle automatiquement ? Se battre en faveur du vote des femmes, ou pour toute autre cause qui ne soit pas celle du bouleversement révolutionnaire, était parfaitement vain ? Le débat se fit plus vif à mesure que le mouvement féministe, au début du XXe siècle, prenait de l'ampleur, que les femmes s'exprimaient plus ouvertement, s'organisaient, protestaient, manifestaient, aussi bien en ce qui concernait le vote que l'égalité dans tous les domaines, y compris ceux des relations sexuelles et du mariage. Charlotte Perkins Gilman, dont l'œuvre met l'accent sur la question cruciale de l'égalité économique entre les sexes, écrivit un poème, le Socialiste et la suffragette, qui se terminait ainsi. Un monde qui s'élève, élève aussi les femmes, explique le socialiste. Vous ne pouvez pas élever le monde, tant que la moitié reste à genoux, soutient la suffragette. Mais le monde s'est levé et s'exprime clairement. Vous faites le même travail, ensemble ou séparés. Travaillez tous deux, de tout votre cœur. Mais surtout, participez. Lorsque, à l'âge de 80 ans, Suzanne Anthony se rendit à une conférence donnée par Eugène Debs. Ils ne s'étaient pas revus depuis qu'il était allé l'écouter 25 ans plus tôt. Ils se serrèrent chaleureusement la main et eurent ce bref échange de propos. « Donne-moi le droit de vote, et nous te donnerons le socialisme », lui dit-elle. Debs répondit alors « Donnez-nous le socialisme et vous aurez le droit de vote ». Certaines femmes désiraient lier socialisme et féminisme. Crystal Eastman, par exemple, imagina, pour les hommes et les femmes, de nouvelles manières de vivre ensemble, tout en conservant leur indépendance, et sans avoir recours au mariage traditionnel. Eastman était socialiste, mais elle pensait néanmoins qu'une femme, c'est que tout dans l'esclavage des femmes ne découle pas du système de profit, et que son émancipation complète ne sera pas garantie par le seul effondrement du capitalisme. Fin de citation. Pendant les 15 premières années du XXe siècle, le nombre des femmes au travail s'accrut. Elles étaient également plus nombreuses à avoir une certaine expérience de la lutte ouvrière. Certaines femmes de la petite bourgeoisie, conscientes de l'oppression subie par les femmes et désireuses d'y remédier, se mirent à fréquenter les collèges et refusèrent de rester cantonnées dans le rôle de ménagères. L'historien William Schaff écrit dans Women and Equality que les étudiantes des collèges avaient clairement le sentiment de devoir remplir une mission en faisant preuve d'un engagement passionné en faveur d'un monde meilleur. Elles devinrent médecins, professeurs, assistantes sociales, femmes d'affaires, juristes et architectes. Déterminées et soutenues par un certain sens de la camaraderie, elles remportèrent, malgré l'adversité, un grand nombre de victoires. Jane Addams, Grace et Edith Abbott, Alice Hamilton, Julia Lathrop, Florence Kelly, toutes sont issues de cette génération de pionnières, à l'origine des réformes sociales des 20 premières années du XXe siècle. Elles allaient à l'encontre de la culture de masse véhiculée par les magazines, qui vantaient la femme compagne, bonne épouse et bonne ménagère. Certaines d'entre elles se marièrent et d'autres non, mais toutes étaient confrontées au problème des relations hommes-femmes. Comme Margaret Sanger, par exemple, pionnière de l'information sur la contraception, qui sombra dans la dépression malgré un mariage en apparence heureux, mais en réalité étouffant. Pour mener sa propre carrière et se sentir un être à part entière, elle dut quitter maris et enfants. Dans son livre Woman and the New Race, elle écrivait « Aucune femme qui ne possède ni ne maîtrise son propre corps ne peut prétendre être libre. Aucune femme n'est vraiment libre tant qu'elle ne peut choisir, en conscience, si elle deviendra ou ne deviendra pas mère. » C'était une question délicate. Kate Richards O'Hare croyait dans les vertus de la sphère domestique, mais pensait également que le socialisme améliorerait ce domaine. Lors de sa campagne pour l'élection au Congrès de 1910, elle déclara à Kansas City
Je désire une vie de famille, une maison et des enfants, de toutes les fibres de mon être. Nous avons besoin du socialisme pour restaurer la famille. Elizabeth Gurley Flynn écrivait au contraire dans son autobiographie, Rebel Girl. La vie domestique et l'idée d'avoir une grande famille ne m'attiraient absolument pas. Je voulais discuter, écrire, voyager, rencontrer des gens, voir du pays militer pour l'IWW. Je ne voyais aucune raison pour que moi, parce que femme, j'abandonne mon travail pour une famille. Si de nombreuses femmes à cette époque étaient radicales, socialistes et anarchistes, plus nombreuses encore étaient celles qui militaient en faveur du droit de vote. Ce sont elles qui militèrent massivement pour le féminisme. Des figures féminines du syndicalisme se joignirent au mouvement pour le droit de vote, à l'instar de Rose Schneiderman, du syndicat des travailleurs de la confection. À New York, lors d'une assemblée du syndicat des tonneliers, elle répondit à un délégué qui prétendait qu'en gagnant le droit de vote, les femmes perdraient toute féminité. Les blanchisseuses se tiennent debout 13 ou 14 heures dans la vapeur brûlante et la chaleur étouffante, les mains plongées dans l'amidon bouillant. Ces femmes-là ne perdront certainement pas beaucoup plus de leur beauté et de leur charme en glissant un bulletin de vote dans l'urne une fois par an qu'elles n'en perdent assurément déjà en travaillant dans les fonderies et les blanchisseries toute l'année. À New York, les défilés en faveur du suffrage féminin gagnaient en ampleur chaque printemps. En 1912, une dépêche de presse en témoigne. Tout au long de la 5e avenue entre Washington Square, où le cortège s'était formé, et la 57e rue, où il se dispersa, des milliers de New-Yorkais et de New-Yorkaises se sont attroupés. Ils encombraient tous les carrefours situés sur le parcours de la manifestation. Nombre d'entre eux s'étaient préparés à rigoler un bon coup, mais ils n'en firent rien. Le spectacle de l'impressionnante colonne composée de femmes défilant à 5 de front au milieu de la rue étouffait toute intention de moquerie. Des femmes médecins, des femmes juristes, des architectes, des artistes, des actrices, des sculptrices, des domestiques, des serveuses et un fantastique bataillon d'ouvrières, toutes marchaient avec une énergie et une détermination qui ont stupéfié la foule massée sur les trottoirs. Au printemps 1913, le correspondant du New York Times à Washington écrivait « La manifestation en faveur du vote des femmes qui a eu lieu aujourd'hui constitue le plus grand défilé de femmes de l'histoire de Washington. 5000 femmes ont descendu la Pennsylvania Avenue. C'était une manifestation stupéfiante, et on estime à près de 500 000 le nombre de personnes qui ont regardé ces femmes manifester pour défendre leur cause. » Certaines grandes figures féminines du radicalisme demeuraient toutefois perplexes. L'anarchiste et féministe Emma Goldman exprimait avec force, comme toujours, sa position sur le vote des femmes. Notre fétiche du jour, c'est le suffrage universel. Les Néo-Zélandaises et les Australiennes votent et participent à l'élaboration des lois. Les conditions du travail y sont-elles pour autant meilleures ? L'histoire politique de l'homme démontre qu'elles ne lui ont rien apporté, qu'il n'aurait pu obtenir d'une manière plus directe, moins coûteuse et plus durable. En fait, chaque pouce de terrain gagné l'a été par la lutte constante, par une incessante auto-affirmation, et non par le suffrage. Il n'y a aucune raison de penser dès lors que la femme, dans sa volonté d'émancipation, a été ou sera jamais soutenue par les urnes. Son développement, sa liberté et son indépendance doivent venir d'elle et advenir par elle, d'abord en s'affirmant en tant que personne, puis en refusant à quiconque tout droit sur son corps, en refusant d'enfanter si tel n'est pas son désir, en refusant d'être mise au service de Dieu, de l'État, de la société, du mari, de la famille, etc. Et enfin, en vivant une vie plus simple, mais également plus profonde et plus riche. C'est cela seulement, et certes pas le vote, qui libérera la femme. Helen Keller, pour sa part, écrivait en 1911 à une suffragette anglaise « Notre démocratie n'est qu'un vain mot. Nous votons. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que nous pouvons choisir entre deux véritables autocrates, même s'ils ne l'avouent pas. Nous avons le choix entre Monsieur Coucy et Monsieur Coussa. Vous demandez le droit de vote pour les femmes. Que peut apporter le vote quand les 9/10 de la terre en Angleterre sont aux mains de 200 000 individus et que 40 millions de personnes doivent se contenter du reste ? Vos hommes, avec leurs millions de bulletins de vote, ont-ils pour autant effacé cette injustice ? Emma Goldman ne repoussait pas l'émancipation des femmes à l'avènement de l'ère socialiste. Elle préconisait simplement une action plus directe et plus immédiate que le vote. Helen Keller, qui n'était pas anarchiste, croyait pourtant, elle aussi, à la lutte permanente en dehors des bureaux de vote. Sourde et aveugle, elle luttait avec l'esprit et le stylo. Lorsqu'elle se mit à militer et à se déclarer ouvertement socialiste, l'Eagle de Brooklyn, qui la considérait auparavant comme une véritable héroïne, écrivit que ses égarements étaient dus aux limites manifestes de son développement. Fin de citation. Sa réponse ne fut pas publiée par l'Eagle, mais parue dans le Call de New York. Elle y écrivait qu'elle avait rencontré le directeur de l'Eagle. Il l'avait abondamment complimenté, mais à présent que je me suis déclaré pour le socialisme, il me rappelle à moi et à ses lecteurs que je suis aveugle et sourde et donc particulièrement sujette à l'égarement. Elle ajoutait
Misérable petit Eagle de Brooklyn, quel pauvre petit oiseau grossier, socialement aveugle et sourd, il défend un système inadmissible, un système qui est en très grande partie responsable de la cécité et de la surdité physique que nous essayons de prévenir. Entre l'Eagle et moi, c'est la guerre. Je hais le système qu'il représente. Tant qu'à rendre les coups, autant le faire dans les règles. Il est indigne, et de plus, l'argument ne vaut rien, de me rappeler à moi et à d'autres que je ne puis ni voir ni entendre. Je peux lire tous les livres socialistes en anglais, en allemand et en français que je désire. Si le directeur de l'Eagle pouvait en lire quelques-uns, il serait sans doute plus sage, et son journal serait de meilleure qualité. Si je devais jamais un jour contribuer au mouvement socialiste par le livre, que je rêve parfois d'écrire, je sais quel en serait le titre. Cécité industrielle et surdité sociale. Fin de citation. Mother Jones, pour sa part, ne s'intéressait pas outre mesure au féminisme. Elle était trop occupée à organiser les mineurs et les ouvriers du textile, leurs femmes et leurs enfants. L'une de ses nombreuses prouesses fut l'organisation d'une marche des enfants sur Washington pour exiger l'abolition du travail des enfants. À l'orée du XXe siècle, 280 000 enfants âgés de 10 à 15 ans travaillaient encore dans les mines, les manufactures et les usines. Plus tard, Mother Jones raconta: au printemps de 1903, je me suis rendu à Kensington, en Pennsylvanie, où 70 000 ouvriers du textile étaient en grève. Parmi eux, il y avait au moins 10 000 gamins. Les travailleurs faisaient la grève pour des augmentations de salaire et pour une diminution du temps de travail. Tous les jours, des gamins venaient au quartier général du syndicat. Certains avaient perdu une main, un pouce, ou bien tous leurs doigts. Ce n'étaient que de petits êtres voûtés, écrasés et squelettiques. J'ai demandé à certains parents s'ils accepteraient de me confier leurs filles et leurs garçons pendant 7 à 10 jours, en leur promettant de les ramener sains et saufs. Quelques adultes m'accompagnèrent. Les enfants portaient des sacs à dos dans lesquels ils avaient mis un couteau, une fourchette, un gobelet et une assiette. Un des gamins avait un petit tambour et un autre jouait du fifre. Nous portions des banderoles qui proclamaient: nous voulons du temps pour jouer. Les enfants traversèrent le New Jersey et l'État de New York et descendirent vers Oyster Bay pour rencontrer Theodore Roosevelt, mais le président refusa de les voir. Pourtant, notre marche avait atteint son but. Nous avions attiré l'attention de la nation sur le crime que représente le travail des enfants. La même année, des enfants qui travaillent 60 heures par semaine dans les manufactures de textiles de Philadelphie se mirent en grève et défilèrent au cri de « Nous voulons aller à l'école » et « 55 heures ou rien ». On peut se faire une idée de l'énergie et de la passion qui animait certains de ces radicaux du tournant du siècle en feuilletant le rapport établi par la police sur Elizabeth Gurley Flynn. 1906 à 1916, militante syndicale, conférencière pour l'IWW. 1918-1924, militante syndicale pour le Worker Defense Union, arrêtée à New York en 1906 pour usage abusif de la liberté d'expression. Elle fut relaxée. Activiste à Spokane, dans le Washington, et altercation IWW en faveur de la liberté d'expression en 1909, arrêtée parmi des centaines d'autres à Missoula, dans le Montana. La même année, pour les mêmes raisons, arrêtée 3 fois à Philadelphie en 1911 lors d'un rassemblement pendant la grève des Baldwin Locomotive Works. Activiste lors des grèves du textile à Lawrence en 1912. La même année, grève des travailleurs de l'hôtellerie à New York. Grève du textile de Peterson en 1913. Et milite pour la défense du cas Ettore Giovannitti en 1912. Toujours. En 1916, grève de Mesaba Range dans le Minnesota. Et défense active du cas Everett IWW à Spokane. En 1914, défense de Joe Hill. 1917, arrêté à Duluth dans le Minnesota pour vagabondage en application du décret destiné à stopper les activités de l'IWW et des orateurs pacifistes. Relâché, inculpé dans l'affaire de l'IWW de Chicago en 1917. Les femmes noires subissaient une double oppression. Nous, les pauvres salariés de couleur, qui habitons dans le Sud, menons un terrible combat. D'un côté, nous sommes harcelés par des hommes noirs qui devraient pourtant être nos protecteurs naturels, et de l'autre, que ce soit à la cuisine, dans les blanchisseries, derrière la machine à coudre ou le landau, nous sommes à peine mieux traités que des chevaux de trait, des bêtes de somme, des esclaves. Pendant ces toutes premières années du XXe siècle, que des générations d'universitaires blanches s'obstinent à appeler la période progressiste, des lynchages avaient lieu toutes les semaines, au nord comme au sud. La situation des Noirs était au plus bas, au nadir, comme disait l'historien noir Rayford Logan. En 1910, il y avait 10 millions de Noirs américains, dont 9 millions vivaient dans le sud. Les gouvernements américains, dont les présidents successifs, entre 1900 et 1921, furent Theodore Roosevelt, William Howard Taft et Woodrow Wilson. Républicains ou démocrates,
assistèrent au lynchage des nègres, furent témoins d'émeutes meurtrières contre les Noirs à Statesboro, en Géorgie, Brownsville, dans le Texas, ou Atlanta, en Géorgie, et se turent. Le Parti socialiste, qui comptait des Noirs parmi ses membres, ne fit pas grand-chose concernant la question raciale. Selon Ray Ginger, lorsqu'on discutait des préjugés raciaux devant Debs, il les condamnait toujours publiquement. Il insistait constamment sur la notion d'égalité absolue des droits. Mais il n'arrivait pas à admettre que des mesures pratiques spécifiques étaient parfois nécessaires pour réaliser cette égalité. Les Noirs commencèrent à s'organiser. Le National Afro-American Council fut créé en 1903 pour protester contre le lynchage, contre le système de péonisation, la discrimination et la privation des droits de représentation. La National Association of Colored Women, née à peu près à la même époque, condamnait également les lynchages et la ségrégation. En 1906, en Géorgie, se tint une convention sur l'égalité des droits qui rendit hommage aux 260 Noirs lynchés depuis 1885. Cette convention réclama le droit de vote, le droit de participer à la milice et au jury des tribunaux. Elle reconnaissait que les Noirs devaient travailler dur, mais en même temps, nous devons poursuivre l'action, revendiquer, protester et continuer de le faire contre les attaques portées contre nos droits d'être humains. Webb Dubois, qui enseignait à Atlanta, en Géorgie en 1905, invita les leaders noirs à travers tout le pays à participer à une conférence qui se tiendrait juste de l'autre côté de la frontière avec le Canada, près des chutes du Niagara. Ce fut le début du fameux mouvement du Niagara. Dubois, originaire du Massachusetts, avait été le premier noir à obtenir un PhD à l'université de Harvard en 1895 et venait de publier son œuvre puissante et inspirée, The Souls of Black Folk. Bien que sympathisant socialiste, Dubois ne fut que très brièvement membre du parti. William Monroe Trotter, un jeune militant noir très actif de Boston et directeur de l'hebdomadaire The Guardian, s'associa à l'entreprise de Dubois. Dans son journal, il attaquait régulièrement les idées modérées de Booker T. Washington. Quand, pendant l'hiver 1903, Washington prit la parole devant 2000 personnes dans une église de Boston, Trotter et ses camarades lui posèrent 9 questions extrêmement provocantes, qui déclenchèrent un immense chahut et même quelques empoignades dans la salle. Trotter et l'un de ses amis furent arrêtés. Cela pourrait avoir nourri l'indignation de Dubois et l'avoir convaincu, entre autres choses, d'organiser la réunion du Niagara. Le mouvement du Niagara s'exprimait avec véhémence. Nous refusons de laisser s'installer l'impression que le négro-américain assume son infériorité, qu'il se soumet à l'oppression et s'excuse sous les insultes. Quelle que soit la détresse dans laquelle nous sommes plongés, les protestations de 10 millions d'Américains ne doivent jamais cesser de sonner aux oreilles de leurs concitoyens, aussi longtemps que l'Amérique pratiquera l'injustice. Une émeute raciale à Springfield, dans l'Illinois, fut à l'origine de la création, en 1910, de la National Association for the Advancement of Colored People, NAACP. Les Blancs étaient à la tête de cette nouvelle organisation dont Dubois était le seul dirigeant noir. Il fut également le premier directeur du CRISIS, l'organe officiel de l'association. Si le NAACP insistait avant tout sur l'information et sur la pratique légaliste, Dubois y insufflait l'esprit des déclarations du mouvement du Niagara. L'activisme résolu et permanent est le chemin vers la liberté. À cette époque, les Noirs, les féministes, les militants ouvriers et les socialistes étaient parfaitement conscients qu'ils ne devaient rien attendre du gouvernement américain. Ils vivaient pourtant la fameuse période progressiste, entre guillemets, au début de l'ère des réformes, mais il s'agissait de réformes réactives destinées à calmer les contestations populaires sans opérer de changements fondamentaux. L'emploi du terme progressiste découle du vote d'un certain nombre de lois. Sous Theodore Roosevelt, il y eut la loi sur le contrôle des industries alimentaires, la loi Hepburn sur les tarifs ferroviaires et les réseaux de pipeline, une loi sur le contrôle pharmaceutique et alimentaire. Sous la présidence de Taft, la loi Mann-Elkins plaça le téléphone et le télégraphe sous l'autorité de la Commission du commerce entre les États. Sous celle de Woodrow Wilson, la Commission fédérale du commerce fut créée pour contrôler le développement des monopoles, et la création de la Réserve fédérale permit de réguler le système bancaire et monétaire du pays. Sous Taft, on vota le 16e amendement, qui instituait l'impôt sur le revenu, et le 17e amendement, qui stipulait que les sénateurs seraient désormais élus directement par le peuple, et non plus par les législatures des États, comme le prévoyait originellement la Constitution. C'est également à cette époque qu'un certain nombre d'États votèrent des lois qui réglementaient les salaires et les horaires, prévoyaient une inspection de sécurité dans les usines et des compensations en cas d'accident du travail. On mit également sur pied des enquêtes publiques afin d'apaiser la contestation.
En 1913, la commission Pougeot, antitrust, étudia la concentration des pouvoirs dans l'industrie bancaire, et la commission sénatoriale, sur les rapports sociaux, organisa des audiences publiques sur les conflits sociaux. Indubitablement, les citoyens ordinaires bénéficièrent, jusqu'à un certain point, de ces quelques changements. Le système était riche, productif et complexe. Il pouvait se permettre de se délester d'une part de ses richesses pour en faire don à une fraction de la classe laborieuse susceptible de servir alors de digue entre les classes les plus défavorisées et les classes les plus aisées de la société. Une étude sur l'immigration à New York entre 1905 et 1915 montre que 32% des Italiens et des Juifs passèrent entre ces deux dates du statut de travailleur manuel à un statut plus élevé, mais pas beaucoup plus élevé. Il est également vrai que de nombreux immigrants italiens ne jugèrent pas les opportunités offertes suffisamment engageantes pour demeurer en Amérique. Sur une période de 4 ans, 73% des Italiens nouvellement débarqués quittèrent New York. Il resta cependant suffisamment d'Italiens qui devinrent maçons et de Juifs qui se lancèrent dans le commerce ou dans les professions libérales pour constituer une classe moyenne capable d'amortir les conflits de classe. Quoi qu'il en soit, la situation ne changea pas fondamentalement pour l'immense majorité des petits fermiers, des ouvriers, des habitants, des taudis, des mineurs, des ouvriers agricoles, des hommes et des femmes au travail, qu'ils soient noirs ou blancs. Robert Wiebe considère le mouvement progressiste comme une tentative du système de s'ajuster à une situation mouvante pour s'assurer plus de stabilité. Au travers de réglementations aux sanctions impersonnelles, le système recherchait une continuité et une prévisibilité qui lui étaient nécessaires dans un monde en perpétuelle mutation. Il assigna un plus grand pouvoir au gouvernement et encouragea la centralisation de l'autorité. Harold Faulkner suggère que ce nouvel engouement pour un gouvernement fort bénéficia aux plus puissants groupes économiques. Gabriel Kolko y voit pour sa part l'émergence du capitalisme politique, par lequel les hommes d'affaires affirmaient leur contrôle sur le système politique, l'économie privée ne parvenant plus à réduire au silence les protestations de la base. Selon Kolko, les hommes d'affaires n'étaient pas opposés aux nouvelles réformes, ce furent eux au contraire qui les inspiraient et les promouvaient pour stabiliser le système capitaliste en cette époque d'incertitude et de troubles. Theodore Roosevelt, par exemple, se fit une réputation de tueur de trust, même si Taft, son successeur supposé conservateur, alors que Roosevelt se prétendait progressiste, poursuivit en justice plus de trusts que Roosevelt. En fait, comme Wiebe le souligne, deux des collaborateurs de J.P. Morgan, Elbert Gary, président de la US Steel, et George Perkins, qui fera plus tard campagne pour Roosevelt, s'accordèrent avec Roosevelt pour coopérer avec toutes les commissions d'investigation formées par le Bureau des Industries, en échange de l'assurance que leurs entreprises ne seraient pas ennuyées. Tout devait se passer dans des négociations privées avec le président lui-même, un gentleman agreement entre gens raisonnables, conclut Wiebe. La crise de 1907, ainsi que l'influence croissante des socialistes, de l'IWW et des syndicats accélèrent le processus des réformes. Selon Wiebe, toujours vers 1908, un changement radical de perspective s'opéra chez un grand nombre de ces hommes de pouvoir. On insistait désormais sur l'entente et le compromis. Cela se poursuivit sous le président Wilson et un grand nombre de citoyens d'esprit réformiste se laissèrent prendre à l'illusion d'un accomplissement progressiste. Ce que les critiques radicaux disent aujourd'hui à propos de ces réformes était déjà exprimé à l'époque, en 1901, dans le Bankers Magazine. Le monde des affaires de ce pays ayant appris les secrets de la combinaison des intérêts, il investit graduellement le pouvoir politique pour en faire le serviteur de ses objectifs. Fin de citation. Il y avait en effet beaucoup à stabiliser et beaucoup à protéger à cette époque. En 1904, 318 trusts, dont le capital s'élevait à plus de 7 milliards de dollars, contrôlaient 40% de la production américaine. En 1909, un manifeste de ce nouveau progressisme parut sous la forme d'un livre, The Promise of American Life, de Herbert Croly, directeur du New Republic et fervent admirateur de Theodore Roosevelt. Il réclamait plus de discipline et de réglementation pour que le système américain survive. Le gouvernement devait faire plus selon lui, et il espérait assister à la sincère et enthousiaste imitation des héros et des saints, au rang desquels, sans doute, il plaçait Theodore Roosevelt. Richard Hofstadter révèle dans son chapitre mordant sur celui que l'opinion publique considère comme un grand amoureux de la nature et de l'hygiène physique, le héros de guerre, le boy scout de la Maison Blanche, que les conseillers de Roosevelt écoutaient presque exclusivement des représentants du capital industriel et financier, des hommes tels que Hannah Robert Bacon et George W. Perkins de chez Morgan
Elihu Root, le sénateur Nelson Aldrich et James Stillman de chez Rockefeller. Dans un courrier adressé à son beau-frère, qui travaillait à Wall Street, Roosevelt expliquait qu'il avait l'intention de devenir plus conservateur dans l'intérêt des entreprises elles-mêmes et dans celui du pays. Par crainte de décisions réellement radicales, Roosevelt apporta sa caution à la loi Hepburn, qui permettait de réguler certains prix. Dans une lettre à Henry Cabot Lodge, il écrivait que les lobbyistes des chemins de fer avaient tort de s'opposer à cette loi. Il disait « J'estime qu'ils pensent à court terme, s'ils ne comprennent pas que s'opposer à cette loi, c'est accroître la pression en faveur d'une nationalisation des chemins de fer. » Fin de citation. Son action contre les trusts se limitait à leur faire accepter un minimum de réglementation gouvernementale, dans le but d'empêcher leur démantèlement complet. Il poursuivit en justice le monopole imposé par Morgan sur les chemins de fer, en considérant qu'il s'agissait là d'une victoire sur les trusts. Pourtant, cela ne changea pas grand-chose à la situation. De surcroît, bien que la loi Sherman contre les trusts prévit des sanctions pénales, aucune poursuite ne fut engagée contre les hommes qui avaient organisé ce monopole, c'est-à-dire contre Morgan lui-même, Harriman et Hill. En ce qui concerne Woodrow Wilson, Hofstadter insiste sur le fait qu'il s'agisse d'un conservateur né. Historien et spécialiste des sciences politiques, Wilson avait écrit dans The State « En politique, rien de radicalement neuf ne peut être entrepris en toute sécurité. » Il préconisait une évolution lente et progressive. Son attitude à l'égard des forces du travail était globalement hostile, et il évoquait l'esprit ignorant et rudimentaire des populistes. Dans son livre The Corporate Ideal of the Liberal State, James Weinstein a analysé les formes de la période progressiste, et en particulier le processus par lequel les milieux d'affaires et le gouvernement, avec l'aide parfois des dirigeants du mouvement ouvrier, élaborèrent les modifications législatives qu'ils jugeaient nécessaires. Weinstein observe un effort conscient et couronné de succès de la plupart des différents groupes d'intérêt pour contrôler et diriger les politiques économiques et sociales des gouvernements fédéraux, des États et des municipalités, dans un sens qui servit leurs intérêts à long terme. Alors que l'élan originel des réformes avait été donné par les protestataires et les radicaux au XXe siècle, et particulièrement au niveau fédéral, nombre de réformes n'ont été mises en œuvre qu'avec l'accord tacite, si ce n'est à l'initiative des intérêts des grands groupes industriels, intérêts qui s'appuyaient sur les réformistes libéraux et sur les intellectuels. La définition que donne Weinstein du libéralisme, un moyen de stabiliser le système au profit des milieux d'affaires, est bien différente de celle dont usent les libéraux eux-mêmes. Arthur Schlesinger affirme que le libéralisme en Amérique est traditionnellement le mouvement par lequel certaines fractions de la société limitent l'influence des milieux d'affaires. Si Schlesinger veut parler des intentions ou des espérances de ces fractions de la société, il est possible qu'il ait raison. S'il envisage en revanche les résultats concrets de ces réformes libérales, il n'y eut jamais une telle limitation. Les politiques de contrôle furent élaborées avec soin. En 1900, Ralph Isley, républicain conservateur, instituteur et journaliste, fonda la National Civic Federation, NCF. Son but était de promouvoir de meilleures relations entre les forces du travail et le capital. Si les dirigeants de la NCF étaient pour la plupart des hommes d'affaires et des politiciens de premier plan, son premier vice-président, dont le mandat couvrit une assez longue période, fut Samuel Gompers, le célèbre dirigeant de l'AFL. Tous les industriels n'appréciaient pas forcément ce que la National Civic Federation entreprenait. Isley traitait ses détracteurs d'anarchistes opposés à l'organisation rationnelle du système. En fait, écrivait-il, nos ennemis sont les socialistes dans le camp des travailleurs et les anarchistes dans celui du capital. Fin de citation. La NCF souhaitait une approche plus sophistiquée des syndicats, qu'elle considérait comme une réalité incontournable. Par conséquent, elle préférait traiter avec eux plutôt que les combattre. Ne vaut-il pas toujours mieux en effet discuter avec un syndicat conservateur que d'être confronté à un syndicat militant? Après la grève du textile à Lawrence en 1912, John Golden, président conservateur du syndicat AFL du textile, écrivit à Isley que la grève avait permis une très rapide formation au patron des manufactures et que certains d'entre eux souhaitaient désormais traiter avec notre organisation. La NCF ne reflétait pas toutes les opinions ayant cours dans le monde des affaires. La National Association of Manufacturers ne voulait à aucun prix reconnaître les syndicats. De nombreux dirigeants d'entreprises n'acceptaient même pas les timides réformes proposées par la National Civic Federation. Néanmoins, l'approche de la NCF reflétait la sophistication et le pouvoir de l'État moderne, déterminé à faire ce qui était le mieux dans l'intérêt du capitalisme en général, au risque de fâcher certains entrepreneurs.
La nouvelle approche visait à garantir au système une stabilité durable, même si cela impliquait le sacrifice de certains profits immédiats. Ainsi, en 1910, la NCF proposa tel un décret en faveur d'une compensation pour les travailleurs accidentés. L'année suivante, 12 États votèrent des lois sur les réparations ou les assurances concernant les accidents du travail. Lorsque, en 1911, la Cour suprême jugea inconstitutionnelle la loi de l'État de New York sur les réparations accordées aux travailleurs parce qu'elle s'attaquait aux droits de propriété des entreprises sans passer par une démarche juridique, Theodore Roosevelt entra dans une colère noire. De telles décisions, déclara-t-il, renforcent grandement l'influence du Parti socialiste. En 1920, 42 États avaient voté des lois sur les réparations accordées aux travailleurs accidentés. Selon Weinstein, c'était le signe d'une maturité nouvelle de la part de nombreux dirigeants de grandes compagnies qui avaient fini par comprendre que, comme le leur rabâchait Theodore Roosevelt, le réformisme social est intrinsèquement conservateur. Fin de citation. Quant à la Commission fédérale sur le commerce, formée par le Congrès en 1914 sous prétexte de contrôler les trusts, elle avait été, comme le déclarait un responsable de la National Civic Federation, après quelques années de fonctionnement, apparemment conçue dans l'objectif de rassurer des hommes d'affaires bien intentionnés, les membres de grandes entreprises et bien d'autres. Pendant cette période, les municipalités engagèrent également des réformes. Nombre d'entre elles confièrent le pouvoir aux conseils municipaux, plutôt qu'aux seuls maires. D'autres engagèrent même des managers municipaux. L'idée était plus de stabilité, plus d'efficacité. Selon Weinstein, au bout du compte, tous ces changements permirent à la classe des possédants de contrôler plus fermement encore les gouvernements municipaux. Samuel Hayes, spécialiste de l'histoire urbaine, qualifie ce que les réformistes considéraient comme un supplément de démocratie dans le gouvernement des villes de centralisation du pouvoir aux mains du plus petit nombre, permettant aux hommes d'affaires et aux professions indépendantes d'affirmer leur influence sur les autorités municipales. Le mouvement progressiste, qu'il soit mené par d'honnêtes réformistes comme le sénateur du Wisconsin, Robert La Follette, ou par des conservateurs non avoués comme Roosevelt, qui fut le candidat des progressistes au présidentiel de 1912, paraissait parfaitement conscient de détourner et d'affaiblir le socialisme. On pouvait lire dans le Journal de Milwaukee, un organe de mouvement progressiste, la déclaration suivante. Les conservateurs combattent les socialistes à l'aveuglette, alors que les progressistes les combattent intelligemment et cherchent à remédier aux abus et aux conditions dont ils tirent directement leur influence. Dans une lettre adressée à Roosevelt, qu'elle considérait comme le meilleur candidat pour l'élection présidentielle de 1912, Frank Muncie, un responsable de la US Steel, lui confiait que les États-Unis devaient adopter une attitude plus paternelle envers le peuple, qui avait besoin de l'appui et de l'aide de l'État. En outre, ajoutait-il, il était du devoir de l'État de penser pour le peuple et de prévoir pour lui. Fin de citation. Il apparaît donc clairement, et il faut insister sur ce point, que toute cette effervescence autour des réformes progressistes avait pour unique objectif de barrer la route au socialisme. Isley affirmait que la menace du socialisme se concrétise au travers de son influence croissante dans les collèges, les églises et les journaux. En 1910, Victor Berger devint le premier membre du Parti socialiste à être élu au Congrès. En 1911, 73 socialistes furent élus maires et 1200 autres à des postes mineurs dans les administrations de 340 villes et villages. La presse évoqua un raz-de-marée socialiste. Dans une note interne de la National Civic Federation, adressée à l'une de ses sections, on pouvait lire « Au vu de la rapide diffusion aux États-Unis des doctrines socialistes, il faut fournir un effort soigneusement concerté et sagement mené pour instruire l'opinion publique du vrai visage du socialisme. Cette campagne, qui devait être très habilement et très stratégiquement conduite, ne devait pas s'attaquer de face au socialisme ou à l'anarchisme en tant que tel, mais de manière progressive et persuasive. Elle devait avant tout défendre 3 idées. La liberté individuelle, la propriété privée et la garantie des contrats. » Fin de citation. Il est difficile de savoir si les socialistes comprenaient clairement combien les réformes étaient utiles au capitalisme. Un socialiste de l'aile gauche du parti, Robert Lamont, écrivait néanmoins en 1912 « Les pensions de vieillesse, les assurances maladie, accidents et chômage sont moins coûteuses et de meilleurs rapports que les prisons, les hospices de pauvres, les asiles et les hôpitaux. » Il suggérait que, puisque les progressistes ne faisaient que des réformes, les socialistes devaient de leur côté n'avoir que des exigences impossibles pour démasquer les limites des réformistes. Les réformes progressistes sont-elles parvenues à atteindre leur véritable objectif, stabiliser le système capitaliste en corrigeant ses pires défauts, couper l'herbe sous le pied du socialisme, restaurer une certaine trêve des classes dans une époque de confrontation de plus en plus âpre entre le travail et le capital?
Dans une certaine mesure, on peut répondre par l'affirmative. Pourtant, le Parti socialiste continuait de croître, et l'IWW continuait d'agiter les foules. Et peu après l'accession de Woodrow Wilson à la présidence, éclata au Colorado l'un des plus durs et des plus violents conflits entre les travailleurs et le capital industriel de l'histoire des États-Unis. Cette grève des mines du charbon du Colorado commença en septembre 1913 et culmina avec le massacre de Ludlow, en avril 1914. 11 000 mineurs, pour la plupart des immigrants grecs, italiens ou serbes, travaillaient dans le sud de l'État pour le Colorado Fuel and Iron Corporation, propriété de la famille Rockefeller. Indignés par le meurtre d'un délégué syndical, les mineurs se mirent en grève contre les salaires misérables, les conditions de travail extrêmement dangereuses et le contrôle quasi féodal de leur vie au sein de villes complètement organisées par les compagnies minières. Mother Jones, qui s'occupait à l'époque d'organiser la United Mine Workers, se déplaça dans le Colorado, enthousiasma les grévistes par ses discours et leur apporta son aide au cours des premiers mois jusqu'à ce qu'elle fût arrêtée, enfermée dans une sorte de cachot et finalement expulsée de l'État. Dès que la grève éclata, les mineurs furent expulsés des logements qu'ils occupaient dans les villes possédées par la compagnie minière. Soutenus par la United Mine Workers Union, ils établirent des campements de tentes dans les collines voisines et poursuivirent la grève en maintenant des piquets de grève. Le service d'ordre engagé par les représentants des Rockefeller, des hommes de l'agence Baldwin Felt Detective, utilisait des fusils mitrailleurs et des carabines et effectuait des raids sur les campements de grévistes. La liste des grévistes assassinés s'allongea, mais les autres tinrent bon, interceptèrent un train blindé et se battirent pour se débarrasser des briseurs de grève. En avril 1914, 2 compagnies de la garde nationale se tenaient dans les collines surplombant le plus important campement des mineurs, celui de Ludlow, qui abritait des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants. Au matin du 20 avril 1914, ce campement devint la cible des fusils mitrailleurs. Les mineurs se défendirent à coups de fusil. Leur leader, un grec nommé Lou Tikas, fut attiré dans les collines sous prétexte de négocier une trêve et y fut exécuté par une compagnie de la garde nationale. Les femmes et les enfants creusèrent des fosses sous les tentes pour échapper aux tirs des mitrailleuses. Au crépuscule, les gardes nationaux descendirent des collines pour mettre le feu au campement, et les familles s'enfuirent dans les collines. 13 personnes furent abattues dans leur fuite. Le lendemain, un employé du téléphone passa à travers des ruines du campement, souleva une plaque d'acier qui recouvrait une fosse creusée dans l'une des tentes et découvrit les corps carbonisés recroquevillés de 11 enfants et 2 femmes. Cet événement est aujourd'hui connu sous le nom de massacre de Ludlow. La nouvelle courut rapidement à travers tout le pays. À Denver, la United Mine Workers fit apparaître un appel aux armes. Défendez-vous, réunissez toutes les armes et les munitions légalement disponibles. 300 grévistes en armes des autres campements se dirigèrent vers Ludlow, coupèrent les fils du téléphone et du télégraphe et se préparèrent à combattre. Les cheminots refusèrent de convoyer des soldats de Trinidad vers Ludlow. À Colorado Springs, 300 mineurs syndiqués quittèrent leur poste et se dirigèrent vers la région de Trinidad, emportant avec eux toutes sortes d'armes. À Trinidad même, les mineurs qui avaient assisté au service funéraire dédié à la mémoire des 26 morts de Ludlow se rendirent ensuite dans un bâtiment où des armes avaient été mises à leur disposition. Ils se saisirent des fusils et se rendirent dans les collines, saccageant les mines, tuant quelques gardes et faisant exploser les puits. La presse expliqua que, soudainement, toutes les collines des environs semblaient grouillées d'hommes. À Denver, 82 soldats de l'armée refusèrent de monter dans le train à destination de Trinidad. Un journaliste raconta que ces hommes avaient déclaré qu'ils ne participeraient pas au massacre de femmes et d'enfants et injuraient les 350 soldats qui acceptaient de monter dans le train. 5000 personnes manifestèrent sous la pluie à Denver, capitale de l'État du Colorado, exigeant que les officiers de la garde nationale présentes à Ludlow fussent jugés pour meurtre. Ils accusaient également le gouverneur de complicité. La Denver Cigar Makers Union vota l'envoi de 500 hommes armés à Ludlow et à Trinidad. Les femmes du syndicat des travailleurs de la confection de Denver annoncèrent que 400 d'entre elles s'étaient portées volontaires comme infirmières pour se rendre auprès des grévistes. Partout à travers le pays, on organisa des rassemblements et des manifestations. Il y eut des piquets devant le siège social de Rockefeller sur Broadway, à New York. Un prédicateur, qui avait pris la parole sur le perron du temple auquel Rockefeller réservait parfois ses sermons, fut matraqué par la police. Le New York Times fit apparaître un éditorial sur les événements du Colorado qui attirait désormais l'attention internationale. L'inquiétude du Times n'était pas due aux atrocités qui avaient eu lieu à Ludlow, mais aux erreurs de stratégie qui avaient été commises. Son éditorial sur le massacre de Ludlow commençait ainsi. Quelqu'un a fait une énorme gaffe. 2 jours plus tard, alors que les mineurs armés campaient dans les collines, le Times écrivait:
Avec les armes les plus meurtrières, aux mains d'hommes exaspérés, on ne peut dire ce qu'il adviendra de la guerre au Colorado s'il n'y avait pas mis fin par la force. Le président devrait cesser de porter toute son attention sur le Mexique pour prendre le temps d'appliquer des mesures fermes au Colorado. Fin de citation. Le gouverneur du Colorado exigea et obtint de Woodrow Wilson qu'il envoie les troupes fédérales pour ramener l'ordre. C'est alors que la grève commença à s'essouffler. Des commissions désignées par le Congrès se rendirent sur place et recueillirent quelques milliers de pages de témoignages. Le syndicat ne fut pas reconnu officiellement pour autant, et malgré la mort de 66 hommes, femmes et enfants, aucun milicien ou surveillant des mines ne fut inculpé pour meurtre. Le Colorado avait été la scène d'un terrible conflit de classe qui avait eu des répercussions à travers tout le pays. La menace d'une révolte de classe existait à l'évidence toujours dans le cadre des rapports sociaux américains et dans l'esprit de la classe laborieuse, et ce, malgré toutes les lois votées, les réformes libérales entreprises, les enquêtes publiques en cours et tous les beaux discours de repentance et de conciliation. Le Times évoquait le Mexique, le matin même où les corps avaient été retrouvés dans la fosse de Ludlow. Les navires de guerre américains attaquaient Veracruz, sur les côtes mexicaines. Ils bombardèrent la ville et l'occupèrent, faisant près de 400 morts. Le Mexique, après avoir arrêté des marins américains, avait en effet refusé de s'en excuser auprès des États-Unis par une salve symbolique de 21 coups de canon. La ferveur patriotique et l'esprit belliqueux suffiraient-ils à apaiser la colère de classe ? Le chômage et les difficultés de la vie se faisaient plus pressants en 1914. Les fusils pourraient-ils détourner l'attention de l'opinion publique et créer un consensus national contre un ennemi extérieur ? La coïncidence entre le bombardement de Veracruz et le massacre de Ludlow était assurément fortuite, mais l'affaire du Mexique pourrait également être considérée comme un sursaut instinctif du système pour assurer sa survie et créer, chez un peuple divisé par les conflits internes, une union sacrée autour d'un objectif guerrier. Le bombardement de Veracruz fut un incident mineur. 4 mois plus tard, la Première Guerre mondiale éclatait en Europe.